Salut tout le monde, Bruno, on est vendredi. Ça s'accélère en fait. Monsieur Trump, tranquillement, pas vite, si je me trompe pas, c'est le 22 janvier, va prendre place à la Maison-Blanche. Donc la transition est déjà amorcée, il y a beaucoup de choses qui se font. On a vu il y a quelques jours qu'il y a eu un repas à Mar-a-Lago où Monsieur Trudeau s'est rendu en toute vitesse pour essayer de voir dans quelle mesure Trump était sérieux avec les nouveaux tarifs dont il parlait de 25 % sur les produits canadiens vers les États-Unis. Soit dit en passant, on fournit aussi beaucoup de pétrole aux Américains. Donc, c'est certain que si les tarifs sont imposés à un moment donné, ça va aussi leur péter d'en face d'une certaine façon. Mais nous, on va manger nos bas solidement. Ceci étant, bon, donc, M. Trudeau s'est rendu là. Comme c'était à prévoir, M. Trump a été conciliant le soir même et quelques jours après, il s'est permis de se moquer de Trudeau, qui est un andouille de toute façon. Et puis, Trump, lui a servi sa médecine. C'est un procédé habituel chez lui pour déstabiliser l'adversaire. Donc, tu l'amènes finalement à penser qu'il va y avoir une résolution de problème, puis ensuite, tu tires le tapis, puis tu fais ça à plusieurs reprises. C'est que les gens finissent par plus savoir sur quel pied danser. Donc, ça, c'est pour ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis. C'est la tension principale. Maintenant, si on avait à établir des points sur le plan de la géopolitique, on pourrait dire que la tension Chine et États-Unis, bien évidemment, prend toute la place, ou en tout cas beaucoup de place, parce que là aussi, il va y avoir des tarifs, des frais tarifaires qui vont être imposés. Trump veut prendre vraiment le contrôle veut prendre un edge dans cette relation économique-là. Mais bon, dans quelle mesure il va pouvoir agir comme il veut, ça, c'est la question de l'heure. Donc ça va avoir un impact, évidemment, sur le supply chain, parce qu'évidemment, ça peut changer les earnings des compagnies, advenant à un moment donné que par rapport à certains produits, il y a des ralentissements ou que ça soit plus difficile de se procurer certaines choses. Les Chinois, quoi qu'on en dise, produisent à bas frais, et puis ça profite souvent autant aux Canadiens qu'aux Européens. Mais il y a un danger, évidemment. On l'a vu avec les technologies 5G, puis aussi les téléphones Huawei et tout. On ne veut pas que les Chinois mettent leurs pattes ici, pas tant sur le plan économique, que finalement, parce qu'il y a un danger au niveau du vol industriel, il y a un danger aussi au niveau il y a toujours un alignement politique, idéologique, qui fait en sorte que c'est un régime qui, à un moment donné, essaie de gagner de la place. Puis ça veut dire que nous, on en perdrait. Que je dis nous, on est des Canadiens, on n'est pas des Américains. Je parle plus des Américains à ce niveau-là. Au niveau de l'énergie, il y a un problème, climat et énergie actuellement. C'est deux topics clés. Et puis, l'énergie est impactée par les guerres en Ukraine puis en Israël. Ce qui s'est passé en Syrie aussi. Et ce qui se passe, évidemment, avec la Russie-Ukraine, ça joue un très gros rôle. Et le fait qu'il y ait un acheminement qui soit plus précaire, fait pression, puis favorise souvent une augmentation des prix. Mais c'est pas linéaire, puis ça bouge beaucoup. Puis quelqu'un, par exemple, qui est sur les contrats futures et tout, il faut qu'il comprenne la niche, le marché dans lequel il est. Si tu travailles du break, c'est pas comme si tu étais sur d'autres marchés. Puis il y a une cyclicité aussi dans l'environnement de ces marchés-là par rapport aux jours tradés, par rapport aux contrats, les périodes de l'année, puis du contexte géopolitique. Donc, c'est pas tout simplement là, de penser si ça monte, si ça descend, c'est de penser globalement qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui risque de se produire, est-ce que les prix sur lesquels on transige actuellement font sens, est-ce qu'on est au contraire dans quelque chose qui est soufflé à l'hélium. Donc, si on veut être efficace, il faut nécessairement se poser ces questions-là. Donc, en ce moment, avec la crise actuelle dans différentes parties du globe, on peut penser que il va y avoir un impact sur les énergies, le pétrole entre autres, et aussi sur le bois, sur différents items. Par rapport à la crise climatique, ça s'accentue, il n'y a personne qui prend des décisions, mais il y a de plus en plus d'économies locales qui sont impactées
par ça peut être des tornades, ça peut être d'autres problèmes. On a vu qu'il y a eu des floods à beaucoup, beaucoup d'endroits. Donc, des montées de marée là, où tu te fais engloutir complètement. Donc, c'est sûr que ces choses-là sont importantes. C'est des topics à travers lesquels on doit regarder le monde. L'interest rate. Donc, aux États-Unis, au Canada, cette semaine, encore au Canada, on a baissé les taux d'intérêt. Aux États-Unis, ça va se faire probablement le mois prochain, quoique on peut se poser des questions parce qu'on n'a pas réglé le problème de l'inflation. Il y a encore une augmentation de l'inflation ou une stabilisation ou un début de stabilisation de l'inflation. Mais tant que ce problème-là n'est pas réglé, là, on nage un petit peu en eau trouble. Et puis, la Banque centrale pourrait à ce moment-là, ou en tout cas aux États-Unis, ne pas descendre les taux en décembre. Évidemment, qu'on garde les taux tels qu'ils sont actuellement ou qu'on les descende, bien, il va y avoir une réponse du marché qui ne sera pas la même. Donc, si vous tradez une devise comme USD, JPY, comme c'est mon cas, ou si vous êtes sur l'or, bien, préparez-vous à l'avance. C'est pas je reçois la nouvelle, le marché bouge, puis je m'ajuste. Il est déjà trop tard. Parce que, évidemment, une politique ou une autre va avoir un impact. Pas nécessairement un impact à long terme sur la devise américaine, mais un impact quand même. Donc, si le taux d'intérêt est maintenu, il y a des fortes chances que la devise se bonifie cette journée-là. Et puis, s'il y a une réduction, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, parce que les marchés peuvent nous surprendre, mais normalement, il devrait y avoir une bonne rétraction qui va se faire. Puis, peut-être qu'elle va être avalée, cette rétraction-là, par d'autres considérations dans les jours suivants qui vont ramener le marché au plus haut. Parce qu'évidemment, si on regarde en ce moment, il y a eu des politiques de la Banque japonaise qui ont été favorables au yen. Il y a des politiques de la Fed qui essaient, en fait, de contrôler l'inflation. Puis, dans une certaine mesure, ça, c'est leur plan numéro 1. Puis, en deuxième lieu, bien, ils veulent évidemment maintenir la dynamique économique. Donc, ils ont plusieurs rôles, mais en ce moment, la priorité, c'est sur l'inflation. Bien, là, à un moment donné, suivant les nouvelles qui vont être faites, bien, le marché va réagir. Mais quand on regarde globalement, le contexte semble favoriser l'US au-delà du yen, même si les Japonais ont pris des mesures. Donc, c'était mon petit topo pour ce marché-là, évidemment. Donc, l'inflation, les taux d'intérêt, très important. Peu importe ce que vous faites, même si vous êtes sur les marchés des stocks, ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas considérer. Vous devez l'avoir dans votre lorgnette. L'économie chinoise, il y a un ralentissement. Évidemment, ça a un impact direct sur le dollar australien parce que l'Australie exporte énormément de blé vers la Chine. C'est le principal exportateur. Donc, il y a un lien, il y a une histoire d'amour-haine entre les deux pays parce qu'évidemment, il y a un gros travail qui se fait. L'Australie, en fait, est un peu à la Chine ce que nous, on est aux États-Unis. Donc, une grande partie de leur économie est structurée pour nourrir finalement les Chinois et ça leur profite. Le dollar lui-même, évidemment, des pays contre la Chine en ce moment et la Russie font de la promotion pour tenter les gens vers d'autres devises que la devise américaine pour les grandes transactions à l'international. Est-ce qu'ils vont réussir? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais probablement qu'ils vont gagner une part du marché que les Américains s'étaient octroyés après la Deuxième Guerre mondiale, suivant là, le plan Marshall, le plan de redéveloppement de l'Europe puis du Japon, puis aussi toutes les autres mesures après ça là, qui ont été prises pour que le US dollar soit central dans l'économie mondiale. Donc ça, c'est de plus en plus, puis aussi, ben, tu as des devises comme les cryptos qui, dans bien des cas, il y a du délire, puis il y a beaucoup, beaucoup de groupuscules qui en font la promotion. C'est pas toutes les cryptos qui sont bonnes, mais on pourrait penser que dans une certaine mesure, ça l'amène finalement d'autres possibilités au marché. J'y crois plus ou moins, on pourrait en parler plus longuement prochainement. Je ne crois pas que les cryptos puissent faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, que ça soit indépendant comme on le dit. Il suffit de tirer la plug et ça s'écroule. C'est pas relié à une valeur spécifique.
Mais au moins, il y a une troisième voie qui s'ouvre avec ces valeurs-là. Le dollar US lui-même essaie de performer autant que faire se peut. Puis il y a les BRICS actuellement qui s'associent pour essayer de jouer du coude. Donc, vous voyez que ça crée pas de la déstabilisation, mais c'est là où on en est. Il faut le savoir. En Chine aussi, il y a un gros problème actuellement avec la dette sur le housing, les maisons. Donc ça, c'est quelque chose qui vont probablement leur frapper dans les palettes à court terme et ça peut faire très mal. Ceci étant, très souvent, on n'a pas une idée juste de l'économie chinoise parce que les chiffres que les Chinois fournissent ne sont pas nécessairement les bons. Et puis aussi, on veut bien voir il y a des choses par rapport à la Chine. On espère qu'ils soient dans une position qui soit précaire. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même bien faites. Donc, globalement, le marché des stocks fait face à beaucoup de pression, beaucoup d'incertitudes géopolitiques, c'est clair. La question énergétique se pose. Il y a des secteurs, évidemment, de l'économie qui vont être favorisés, d'autres pas du tout. Sachez lesquels. Faites le tri à ce niveau-là. Et puis, faites-vous un plan de match en fonction des possibilités, ce qui risque d'arriver. Et puis, soyez prêts. Vous n'aurez jamais la réponse parfaite, mais au moins dégager certaines idées de cet amas d'informations-là, puis ça devient intéressant. Donc, c'est ça à ce niveau-là. Il y a eu deux nouvelles ce mois-ci très importantes. Il y a eu le Non-Farm Payroll qui a donné des résultats concernant la croissance salariale et tout. C'était très bon, excellent. Et puis, on a eu un ISM qui, lui, a été plus faible. Donc, on parle, finalement, c'est assez positif globalement. Mais même si le marché monte, même si on atteint des sommets, autant sur le marché des stocks, si on regarde le S&P 500 et tout, que sur le marché du Forex, on sent que le plancher est en vert. Parce qu'il y a un endettement aussi américain. Et c'est pas dit qu'un jour, les bons eux-mêmes ne pourront plus être honorés. On est loin de ça. Mais on pourrait spéculer à outrance, puis penser qu'à un moment donné, l'État américain ne pourrait plus vendre sa dette avec autant d'efficacité. Là, on est dans un endettement qui ne se repaie plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? On change de système? Il y a beaucoup de problèmes. Et nous, traders, on est à la jonction de cette réalité-là et celle des marchés directement. Là. On trade live. Donc, les marchés, évidemment, ils réagissent bien ou mal en fonction des nouvelles. Donc, dans un marché, tu as des gros joueurs, tu as des gens très informés, très au fait de tout, même de choses que le grand public ne sait pas. Puis après ça, tu as des retail traders. Puis dans les retail traders, tu as des gens qui sont très bien informés, pratiquement comme un professionnel ou même plus, parfois. Quoique, c'est pas toujours le cas. Tu en as beaucoup qui ne savent pas trop tôt ce qu'ils vont faire. C'est qu'ils se lancent finalement dans différentes aventures parce qu'on leur annonce que le miracle est en train de se produire en dessous d'un palmier plutôt qu'un autre. Et puis à la fin, c'est la tempête. Il y a des mauvaises surprises. L'économie, quand elle se retourne toujours. Il n'y a pas un scénario type. Toutes les crises, si vous regardez en 1987 ou dans les années 2000 ou en 2007, avec la crise des subprimes et compagnie, il y a eu différents éléments qui ont fait basculer les choses. Mais on sent actuellement qu'on est dans une précarité. Même si, sur le plan des rendements absolus, les compagnies font beaucoup d'argent. On se rend compte aussi que ces compagnies-là, c'est les investisseurs de la compagnie qui en profitent. Souvent, il y a une mauvaise distribution par rapport aux travailleurs ou la société elle-même. Donc ça, c'est d'autres choses qui, à un moment donné, vont avoir leur ripple effect sur la réalité actuelle. Voyez-y. Faites toujours une lecture aussi de votre heatmap, de votre VIX, pour vraiment mesurer la nervosité sur le marché, parce que le VIX, qui a été bâti par le Chicago Board of Trade, évidemment, vous donne la possibilité de mesurer, c'est l'indice de la peur, puis des volatilités sur le marché. Donc, ça peut être très intéressant. Regardez vos indices si vous travaillez sur le marché américain. Peu importe ce que vous faites, consultez le Nasdaq, consultez le NYSE, le S&P 500, S&P 500. NYSE, c'est la bourse. Le Nasdaq a son indice aussi, Nasdaq 100, ainsi de suite. Faites-vous un plan de travail,
qui vous permet, tranquillement, pas vite, de franchir les étapes pour, lorsque vous commencez à trader, avoir les idées quand même assez claires. Puis le marché, bien, vous donnera les éléments clés pour vous réajuster. Vous êtes mieux de vous réajuster parce que vous avez eu une mauvaise idée que de vous faire baisser les pantalons sans ceinture. Vous êtes arrivé dans une trade, c'est parti en couille, vous vous êtes fait déculotter complètement, vous ne savez pas trop pourquoi, vous le comprenez après coup. Très mauvaise approche. Vous n'êtes pas fait pour trader. Si vous voulez trader correctement, prenez ça au sérieux parce qu'il y en va de votre portefeuille. Puis il y en va de votre morale aussi parce que perdre sur perte, c'est pas terrible. OK, donc on va partir pour notre analyse dans quelques secondes. Donc, je vais parler un petit peu d'insider trading ici. Donc, les insiders, c'est des gens dans la compagnie qui vendent les titres de la compagnie dans laquelle ils sont investis. Et puis, ben ça peut avoir un impact et puis ça peut nous donner aussi de l'information sur un stock en particulier. Sur TradingView, vous voyez, vous pouvez aller voir finalement les trades qui sont cumulés. Je ne sais pas ici si on est en temps réel, donc il faudrait s'assurer que l'information qu'on a est la plus juste possible. Par contre, vous pouvez aller sur les sites, des sites officiels qui vont vous permettre, là, si vous allez au HEC, au SEC, excusez-moi, Security Exchange aux États-Unis. À ce moment-là, vous pouvez aller sur le Edgar, c'est un moteur de recherche qu'ils ont, et vous allez pouvoir voir toutes les transactions qui se font par rapport aux gros joueurs, les insiders dont je vous parlais. Et ces gens-là, à un moment donné, quand il y a des, admettons qu'il y a des earnings, des annonces, si ces gens-là vous disent que tout va bien, puis vous voyez après ça qu'ils vendent beaucoup plus que leur moyenne de vente habituelle, vous pouvez vous poser des questions. Donc, ajustez votre trading en faisant des observations sur ce qui se fait dans la compagnie qui vous intéresse avec les gros joueurs. C'est une très bonne façon de procéder. Donc, je vous invite à recouper l'information. Comme on disait tout à l'heure, ça se fait à différents niveaux. Je vous en donne un bel exemple ici. On va regarder vite fait NVIDIA. C'est une compagnie, évidemment, que tout le monde connaît. On en a déjà parlé quand même pas mal. On va se mettre en daily. Donc, je pense que c'est évident pour tout le monde que NVIDIA a été profitable. Si vous prenez là, en daily, OK, si on prend NVIDIA il y a un an, jusqu'à présent, on va voir là, qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, on est en 2022. On va se mettre en 2023, là. OK. OK. Donc, l'année commence à peu près ici, là, plus ou moins. Et NVIDIA, ben, entre le mois de janvier l'an dernier et maintenant, ben, il y a eu une progression quand même spectaculaire. On était autour de 49 $ et on est monté dans un pic pas loin de 150 $. OK. Notre ISI, c'est 152. Et à l'heure actuelle, on est en correction à 134. Donc, il y a eu une assez bonne décélération du titre. Il y a une correction qui est en train de se faire. Et ici, j'hésite entre un Head and Shoulders avec deux têtes, OK, ligne de cou ici, ou un Round Top. Dans les deux cas, ce sont des figures chartistes très fortes et je crois effectivement qu'on va corriger dans cette zone-là, ou plus. OK. Mais cette zone-là ici, ça me semble pas mal sûr qu'on vienne travailler là-dedans. Maintenant, est-ce qu'on va travailler à 50% de cette zone-là, 25% de cette zone-là ou 75% ou 100%? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais on est dans la préparation actuellement. Donc, trader supposons que vous êtes sur les option contracts, ou les gens qui sont sur les stocks, il peut y avoir des très, très belles opportunités. Donc, ensemble, on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus. Donc, moi, je crois qu'on peut tout à fait penser qu'on est dans un run top ou un head and shoulders. Dans les deux cas, ça nous donne une mesure qui est assez similaire, c'est-à-dire qu'on va partir de notre ligne de coup, à peu près ici, jusqu'au sommet qu'on pourrait mettre ici. OK, ou ici, là. On va le mettre ici parce qu'il y a eu plus de mouvements là, qui ont percuté à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas une grosse différence. OK. Excusez-moi.
OK. Donc, on reprend l'opération. Donc, ça nous donne plus ou moins ici 12 %. Et dans le fond, OK, moi, je pourrais prendre une trade maintenant ou bientôt parce qu'on est sur le point de faire une cassure franche ici. On l'a peut-être déjà fait. Si on s'était mis notre ligne ici, on l'aurait déjà fait. Mais par rapport aux autres points, c'est pas encore tout cuit. OK? Mais j'anticipe une descente. Ça se peut que lundi, on remonte, puis que mardi, on descende, puis qu'on remonte, puis qu'on descende, puis que ça prenne du temps avant qu'on perce vers le bas. Mais je crois qu'à court terme, on va descendre avant de remonter. Je peux me tromper. Si je me trompe, pas de problème. Le marché m'aura donné ses directives. J'aurai fermé une position, peut-être même pas à perte. Et puis, après ça, je me réajuste. On va faire attention aussi. Si le marché bloque, qui se met à remonter, ça ne veut pas dire que c'est reparti pour la gloire. Ça veut juste dire que là, il semble y avoir des signes qui mettent fin au party baissier. Il faut recalibrer. On est toujours dans ce travail d'anticipation-là, qu'on le veuille ou pas. Donc, les deux figures dont je vous ai parlé ici, la façon que ça fonctionne normalement, c'est qu'on peut calculer notre amplitude entre la ligne de coup et le haut de ces figures-là, puis penser par la suite que ce mouvement-là pourrait se répercuter suivant une cassure avec des probabilités qui sont très élevées. Donc, il n'y a jamais de certitude en trading, mais on pourrait penser sur une cassure qu'on pourrait faire ce mouvement-là. Et moi, souvent, quand je trade quelque chose, j'ai toujours le niveau 50 % qui est un niveau clé parce que c'est souvent à partir de là que ma trade est sécurisée, que je peux plus perdre. C'est-à-dire que si on descend puis qu'on vient toucher ce niveau de 50 % là, OK, là, on est en délit. Je ne trade pas là-dessus nécessairement. Mais si je viens toucher ici, bien, mon stop-loss qui est à quelque part derrière, il vient ici. Je calcule mes frais, puis je me garde un petit over. Le danger de ce genre de protection-là, c'est que le marché se retourne pour retester, ferme votre position, puis repart au plus bas. Si jamais ce genre de phénomène-là se passe, bien, vous n'avez pas perdu. Vous avez un léger gain ici. Puis quand vous arrivez à peu près à 50 % du mouvement ici, si vous avez les signaux qui semblent être intéressants, si vous avez une approche, une connaissance du marché qui est adéquate, vous pouvez peut-être, pas dans tous les cas, mais souvent, reprendre position. Vous pourriez aussi, dans cette position-là, abaisser vos expectatives, ne pas nécessairement viser ce niveau-là, viser peut-être ce niveau-ci, puis prendre une position plus importante. Évidemment, ça suppose que le sentiment se maintienne, qui est vraiment un sentiment moins positif, qu'on soit dans une correction là où c'est positif, mais les gros joueurs reprennent de l'argent sur les billes qu'ils avaient engagées au marché. Et puis, c'est ça. Donc, vous allez travailler en concordance avec le marché, vous allez protéger votre position. Donc, ça serait tout à fait quelque chose aussi que j'envisagerais pour les prochains jours, prochaines semaines. Donc, quand on fait une observation en daily, puis qu'on voit qu'il y a des cassures en daily qui sont en train de se faire, et c'est le cas ici, donc, c'est une configuration qui est importante. C'est une configuration qu'on peut voir sur différents time frames. Vous la voyez très, très clairement en daily, on la voyait clairement en 4 heures, puis on la voit même clairement en weekly. Donc là, ça commence à être du solide. Une cassure ici, c'est pas une petite cassure. C'est une cassure vraiment qui va nous envoyer plus bas. Puis, quand on regarde avec le weekly et tout, ça serait étonnant qu'on descende. Mais mettons là, scénario un peu catastrophe, peut-être jusqu'à ici, mais je crois pas. Je crois vraiment que nous, on va faire un petit mouvement parce qu'NVIDIA, finalement, le vent dans les voiles. Le contexte est bon pour eux. Évidemment, ils sont à Taïwan. Taïwan est sous pression avec la Chine. Ça rentre en ligne de compte. Mais ils sont aussi aux États-Unis. Et puis, je crois qu'il va y avoir ici une bonne correction. Hein? Je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, là, il semble y avoir des beaux cycles entre les ISI, low, slow, ISI, low, slow. OK.
Et j'ai l'impression qu'on va faire de quoi comme ça. Donc, prenez pas ma parole pour l'absolu, je me trompe, évidemment. Faites votre travail, due diligence, vous allez voir par vous-même qu'est-ce qu'il y en a. Mais NVIDIA, sur court terme, moyen terme, je crois qu'on est baissier. En tout cas, globalement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de journée haute, haussière à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va ranger avant de casser notre ligne correctement. Mais on est là, puis c'est une figure qui porte. Donc, soyez conscients que ce n'est pas une petite figure ici. Ce n'est pas quelque chose en 5 minutes. Ça risque d'amener plusieurs journées à la baisse si on a la cassure. On va regarder vite fait Meta, un autre stock qu'on regarde assez souvent. Évidemment, si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on regarde, ça va me faire plaisir. Donc, Meta, en fait, qu'est-ce que je vois actuellement? Excusez-moi, on va enlever nos barbeaux, là, c'est pas le fun. Je m'attends à une correction sur Meta. Donc, j'ai fait une espèce de petite observation avec des vagues d'Elliott, vraiment basic, puis j'essaie de comprendre ce qui est en train de se produire. Je suis conscient là, que là, on est en weekly. Le marché va très, très bien. On a monté. Là, je pense qu'il va y avoir une correction plus importante. Donc, ça ne m'empêcherait pas de me positionner vers la hausse. Mais je n'irai pas avec des gros contrats, puis je traderai ça vraiment en intraday à l'intérieur de certaines chandelles de référence. Donc, vous commencez à connaître un peu notre langage, là. J'irai quand même mollo. Mais vous voyez, quand on est en intraday, si on regarde Meta en 5 minutes, bien, il y a eu un recul. Puis là, actuellement, ce qu'on voit ici, bien, c'est de l'hésitation, là. Okay. Donc, le marché ici, évidemment, ça a descendu, on a percuté à ce niveau-là à plusieurs reprises. Puis là, on voit qu'il y a comme un essoufflement. Donc, puis on est aussi sur un niveau quand même, un niveau connu. OK? Donc, si on brise ça, il y a des bonnes chances qu'on vienne travailler dans ces zones-là. Donc, Meta est positif, mais correction, je m'y attends. Puis j'ai l'impression que si on regarde la correction mais sur du 4 heures ou sur du daily, qu'elle va être quand même plus importante que ce qu'on voit là. Donc, ça ne m'étonnerait pas à un moment donné qu'on ait une correction qui nous amène plus bas. Est-ce que ça va se faire maintenant? Je ne sais pas. Mais je crois quand même que dans les prochains jours, il va y avoir une dominante baissière ici. Correction. Le marché sur le fond reste très positif. C'est aussi à 100%. Donc, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous cette semaine. Semaine prochaine, je vais peut-être vous montrer quelques outils. On en a vu quelques-uns auparavant. On va essayer de regarder ça. J'essaie de garder une formule qui est agréable, où il y a du fondamental, vous habituez à travailler avec ça, vous mettre dans le bain, puis ensuite, on parle de technique. Puis là, on peut commencer éventuellement à parler un peu plus de stratégie, un peu plus de ratio. Je vous ai donné la base, mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Évidemment, il y a les cours, hein? On est là pour ça. Si les cours vous intéressent, si vous avez envie d'être suivi, si vous avez envie de comprendre ce que vous faites, bien, ça nous fait plaisir. C'est que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Très froid aujourd'hui, mais un soleil magnifique. Donc, profitez-en, la vie est courte. Salut! Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.